La révolution du sous-sol sur le sous-sol est-elle possible en République démocratique du Congo ? Face à face spécial, ce mardi 16 février, après le journal de 19h. Je reçois Joseph Antoine Mukuta Kasonga, ministre de l'Agriculture. Qu'a-t-il fait pendant son mandat ? Que pense-t-il ne pas avoir été en mesure de faire ? Quel héritage laisse-t-il à la postérité et à son successeur ? Aujourd'hui, face à face, bilan, gouvernement Ilunkamba. Avec vous, monsieur le ministre de l'Agriculture, Joseph Antoine Mukuta Kasonga, bonjour. Bonjour DG. Redynamiser l'agriculture vivrière, industrielle et pérenne, consolider la base industrielle en favorisant une plus large transformation locale des produits agricoles, implanter des parcs agro-industriels et des zones économiques spéciales. Tel était votre objectif, vos objectifs à votre arrivée au gouvernement, c'était en 2019. Qu'est-ce que de tout ça avez-vous fait ? Merci pour la question, mais je commence par remercier Top Congo de m'avoir invité. Et je profite de cette occasion pour présenter mes félicitations au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De vous avoir nommé pour avoir nommé un nouveau Premier ministre qui nous permet de continuer dans le pays le travail qu'il faut faire. Je félicite aussi le Premier ministre qui vient d'être nommé pour son dynamisme, parce que ce n'est pas un hasard qu'on quitte d'un poste ministériel, qu'on devienne DG et qu'on revienne Premier ministre. C'est déjà signe de confiance qu'il a dans le pays. Je le félicite sincèrement, je profite de ces micros pour le faire. Message bien transmis. D'accord. Maintenant, votre question, on ne peut pas faire un bilan dans 15 ou 16 mois, mais nous avons le devoir de redevabilité à la population. J'ai été nommé ministre de l'Agriculture en septembre. Je suis arrivé, à ce moment-là, les budgets étaient déjà faits, qui étaient on avait dit annoncer 11 milliards. Nous avons travaillé pour un budget de 11 milliards, qui n'était pas faux. Moi, j'y crois toujours jusqu'aujourd'hui. Il n'y avait que vous qui y croyez, les organismes financiers internationaux n'y croyaient pas. Non, ils ne croient pas. On n'a jamais cru dans ce pays. Peuvent-ils m'expliquer ? Parce que quand je regarde personnellement les objectifs fixés à nos régies, sont-ils smart ? Parce que c'est le terme qui est utilisé dans le management. Quand un objectif est smart, c'est que sur 100%, si vous atteignez 80%, vous êtes top. Or, chez nous ici, les objectifs fixés à tous nos régies qui produisent, vous attendez au mois d'avril, j'ai déjà atteint mes objectifs. Est-ce que dès la fixation, ces objectifs ont-ils été smart ? C'est une question à laquelle on devrait logiquement répondre non. Toute la nation doit répondre. Parce que le Seigneur, moi je crois, Dieu qui nous regarde du ciel, il n'a pas mis toutes ces richesses pour rien dans ce pays. Qu'est-ce qui peut faire que nous ayons autant de richesses avec une population extrêmement pauvre ? Nous sommes 80 millions. Nous avons des génies, que je ne sais pas parce que je suis en face de vous, comme vous. Qu'est-ce que nous manquons, nous, pour que ces richesses-là profitent à nos populations ? Peut-être des hommes pour appliquer une politique qui permettra de renverser cette tendance. C'est pour ça peut-être qu'on vous pose la question aujourd'hui. Vous aviez des objectifs. Je vais y arriver. À votre niveau, qu'est-ce qui a été fait pour que ces objectifs soient atteints ? Voilà. Je suis arrivé au ministère de l'Agriculture parce que cette question que vous venez de nous poser entraîne d'autres. Nous avons formé beaucoup de nos enfants à travers le monde. Partout où j'ai voyagé, j'ai travaillé dans les privés pendant plus de 36 ans. J'ai trouvé des jeunes filles et des jeunes gens congolais à travers le monde, mais qui travaillent là où ils sont très bien. Pourquoi quand ils arrivent chez eux, ça ne marche pas? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Je reviens à mon ministère.
Je suis arrivé, ces ministères, je n'ai pas eu une remise de reprise claire. J'ai eu 2-3 pages. Mais je connaissais les pays pour avoir encadré moi-même les paysans à travers les pays. On s'est posé des questions avec toute mon équipe. Pourquoi ça ne marche pas? 80 millions de terres arables, 80 millions d'habitants, à cheval de l'équateur, avec les pays les mieux drainés au monde, avec une jeunesse dynamique. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis Maréchal Mobutu, cette affaire revient. Parce que Maréchal a commencé à distribuer les tracteurs. Et ces tracteurs n'ont rien produit. Pas plus tard que Raïs a donné ici plus de 3500 à 5000 tracteurs. Nous n'avons rien vu. On nous qualifie toujours les pays où il y a la malnutrition. Alors on s'est dit, prenons les taureaux par les cornes. Nous n'avons pas d'argent. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé au sein du gouvernement de la coalition. Travaillons avec les moyens qu'on a. Eh bien, c'est ainsi que nous avons recensé d'abord qu'est-ce que nous avions dans les programmes que vous avez appris volontaristes, qui est sur quel est le but de ce programme. Ce programme volontariste a comme but d'importer le matériel, de les gérer public-privé avec des gens qui peuvent entretenir. Parce que nous avions conclu que le matériel était mal utilisé par ceux qui le prenaient. Et que pour pallier à ce qui arrive dans les zones de soudure telles que les maïs et autres, il nous fallait faire en régie et encadrer les paysans. C'est ainsi que nous avons monté ce programme qui fait, jusqu'à présent, nous n'avons que 6 stations. Une station dans le sud, dans la vallée de Ruzizi, une station dans le Olomami, à Kanyama, Kisamba, une station au Kasaï oriental, en Kouadi, une station au Kasaï oriental, central, à Rubondaï, une station au Congo central, en Kundi, et une station dans la ville de Kinshasa, les Mongata. Vous vouliez en avoir combien à l'origine? Que 6 stations? Nous voulons avoir 260 stations qui suivent les 260 chefferies et secteurs de ce pays. Vous n'avez donc à ce stade réalisé que 2% de vos objectifs? Parce que l'argent, il n'y en a pas. Les impôts, nous ne payons pas. Ce qui entre les plus malins d'entre nous en poche. Donc c'est ça le problème. Les plus malins? Les plus malins, qu'est-ce qu'on peut dire? Si un pays riche, nous l'avons dit avec vous, avec une population pauvre, avec une richesse énorme, ça veut dire qu'il y a des plus malins. Ce n'est que le faible taux de recouvrement des impôts qui est à l'origine de la situation dans laquelle le pays en général et l'agriculture se trouvent aujourd'hui? Mais l'agriculture, je reviens parce que vous posez une question, l'agriculture est une sécurité comme la sécurité des armes. Aucune nation ne peut se passer de cette sécurité. Si pour l'armée, nous dépensons énormément dans les tanks, chars, des avions, mais dans l'agriculture, nous avons l'obligation de nourrir les plus petits de nos enfants, quel que soit le niveau de son père. Vous vous plaignez de ne pas avoir eu d'argent donc? Non, je ne me plains pas, ça a été constaté. Mais vous ne l'avez pas eu, c'est donc une plainte. Nous n'avons pas eu, mais je vais arriver sur ce que j'ai eu. C'était la question que j'allais vous poser en termes de budget. Quel est le taux d'exécution du vôtre? Moi, j'ai eu 7 millions de dollars dans les budgets d'investissement. Vous attendiez à recevoir combien? 170 millions. 7 sur 170. Alors, mais dans les 7 millions, parce que vous avez arrêté ce que je disais. Non, on va revenir. Les volontaristes, on va revenir. Les volontaristes, on va revenir. Dans les 7 millions, j'ai utilisé à relever Boukangalonzo. On a retapé tous les engins qui étaient laissés 4-5 ans. J'ai fait 1500 hectares de maïs avec des difficultés d'importation des engrais, de ceci, qui ont perturbé un peu notre calendrier culturel.
Mais Dieu merci, nous allons atteindre en moyenne 4 tonnes à l'hectare. Donc ça veut dire que dans une semaine ou deux ici, nous mettons sur le marché de Kinshasa 6 000 tonnes de maïs. Vous l'avez quand même fait. Nous l'avons fait. Je vous l'avais dit dans l'émission que nous avions eue ici, que moi je me réfère à la maman congolaise que je vois le long de la route ici, qui travaille, qui a su maintenir la famille et envoyer des enfants à l'université. Ça, c'est l'agriculture vivrière. Bokanga Lonzo, c'est l'agriculture industrielle. Vivrière, l'encadrement de cette maman qui est sur le bord de la route, vous en parliez. Les petits paysans qui pourraient être réunis en coopérative pour vendre. C'était aussi, vous nous le disiez. Ils sont là-dedans. Vous les avez organisés? Oui. Mieux organisés? Je prends mon gâteau ici, où nous faisons le manioc. Nous avons fait en régie 680 hectares de manioc qui vont aussi vous donner la farine la plus impeccable qu'on a vue dans ce pays, parce que ça y est déjà. Et en encadrement, nous sommes débordés. Nous avons fait 680 hectares, nous avons plus de 1800 hectares. Nous avons stoppé d'accepter les gens parce que l'usine ne suit pas. Il nous faut de l'argent pour installer 3 usines, pour absorber la production qui est là. Elle n'est pas imaginaire, elle est là. L'usine pour transformer. Pour transformer, parce que c'est notre principe. Les stations que nous installons ont les usines, ont les centres de formation des fermiers, ont des engins pour labourer en régie et labourer chez les fermiers et les paysans et les coopératives. Donc, sur 50 km tout autour, la même technologie que nous utilisons, si les stations, nous les faisons ailleurs, et nous l'avons fait. Ceux qui sont dans cette ville peuvent aller voir Mongata. Maintenant, ça y est, on est en d'essayer, le Covid nous a dérangés, les usines ne sont pas prêtes partout. C'est l'un des problèmes que nous sommes en train de souffrir. On n'a pas l'argent. Les usines ne sont pas prêtes parce que les techniciens qui devaient les monter ont été bloqués dans leur pays. Nous nous battons maintenant pour avancer. La première question, c'était redynamiser l'agriculture vivrière, industrielle et pérenne, consolider la base industrielle en favorisant une plus large transformation locale des produits agricoles et implanter des parcs agro-industriels et des zones économiques spéciales. On n'a pas abordé encore zone économique spéciale, mais si on doit s'arrêter sur la première partie. Les petits que vous me demandez. Oui. J'ai, en dehors de ce que je parle ici, avec les partenaires, beaucoup de programmes à travers les pays. Des Kwilu, des Kikwit, des Kwilu en fait, jusqu'au Congo central. J'ai Papakine. Les légumes que vous mangez, les mamans petits là, c'est moi qui les encadre. On ne les dit jamais tout. Ils reçoivent des arrosoirs, des semences, tout vient des programmes Papakine. Nous avons dans le Congo central, c'est l'un des sujets aussi qu'on va, dans les Lukula, dans les bas-fleuves, une chaîne de valeurs de culture. On vient d'installer 3 plateformes d'usines pour les riz, les manioc et les maïs et les huiles de palme. On y travaille. J'ai appelé l'équipe qui était là. C'est aussi un autre sujet. On n'aura pas le temps de le traiter. Nous voulons redynamiser tout ça, les coopératives qui sont là dans le cadre public-privé. Dans les Sud Kivu, avec Tanganyika, nous avons Picagel, qui encadre sur plus de 2500 ménages agricoles. Pour que les gens comprennent un peu, parce qu'ils demandent, mais pourquoi on n'encadre pas les tout petits ou on fait les régies? Quand je fais les régies de 2000 hectares sur un site, ça veut dire que c'est 4000 ménages agricoles. Parce que le ménage agricole peut faire 50 ans. Mais comme on a des problèmes de la progression de notre population, elle est trop jeune. En 60, on était 10 millions. Aujourd'hui, on est 80 millions, voire 100 millions. Il faut nourrir les gens. Il faut produire par tous les moyens. Alors, il faut, en régie, nous produisons, mais nous transmettons les techniques à des fermiers qui, hier, tout le monde les appelle petits fermiers, paysans. Moi, je n'aime pas ces termes-là. Ça veut dire qu'on veut les maintenir pauvres éternellement. Non. Moi, je voudrais
quand il fait l'hectare de maïs, qui hier lui donnait $800, qu'il puisse 3 mois après 4 000, 5 000 $ entre ses mains. À ce moment-là, je serais heureux que j'ai accompli. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et ce qui est arrivé. Dieu merci. Les rendements, on nous a dit quand il n'y a rien, mais vous entendez, je vous dis, avec les difficultés, on a fait 4 tonnes. Les maniocs que nous espérions 13 tonnes à l'hectare, avec toutes les techniques que nous avons mis, nous sommes à 26, voire 30 tonnes à l'hectare. Donc, satisfaction. Je ne suis pas satisfait parce que je n'ai rien fait pour tous les pays. Pas assez. Quand vous n'avez eu que 7 sur 170 millions, il y a de quoi comprendre. Mais alors, paradoxe, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba disait « Ma conviction confortée du reste par la vision du chef de l'État est que la principale richesse de notre pays, contrairement aux idées reçues, n'est pas le cobalt, n'est pas l'or, mais l'agriculture. Ce secteur mérite toute notre attention en raison de son caractère intensif en main-d'œuvre, ainsi que de sa capacité à contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté. » Est-ce que vous ne trouvez pas paradoxal que ce qui peut apporter le plus d'argent a été celui dans lequel on a si peu investi? Est-ce que l'objectif qui était ou qui semble si simple n'a pas été dévié ou n'a pas été évité? C'est un problème assez... Prenons déjà avec les sites là. Je ne m'invente pas. Chaque site a au moins 120 à 130 travailleurs engagés maintenant. Payés pour les plus petits au SMIC, ce qui ne se fait pas dans l'agro-industrie dans ce pays. Il n'y a pas de SMIC dans votre secteur, voilà. En effet. Or, dans mes sites à moi, ça y est. Vous financez ça comme c'est l'État qui paye? Non, avec la rentabilité. Nous demandons, nous allons produire combien à l'hectare? Ça va, l'amortissement de nos engins et d'autant. Nous le faisons. Et nous calculons en comparant les prix sur les marchés. En se disant, allons là-dedans. Mais nous avons une mission sociale. C'est ça que l'État doit nous encourager. Au lieu que je mette mon sac de riz à 15-16 $, moi je dois le mettre à 10. Je sais que nous subventionnons déjà l'agriculture avec tous les intrants agricoles et tout. Mais nous devons aller plus loin. L'agriculture doit être subventionnée et exonérée pour permettre aux plus petits d'entre nous que l'enfant de celui qui est ouvrier mange comme l'enfant du ministre. C'est un droit. Allons un peu plus rapidement. Il y a 8 mois, vous disiez dans l'émission Top Press, ici à Top Congo, qu'il n'y aurait plus d'importation de maïs dans 1 an et demi. Où est-ce qu'on en est? À l'heure actuelle, je peux vous dire, avec les moyens qu'on a eu, on va avoir 6 000 tonnes. Je prends le minimum à Bukanganouz. On aura 6 000 tonnes en Kouadji, c'est à récolter maintenant. Ce n'est pas... Et 6 000 tonnes à Kanyama. Pour quelle demande? La demande, elle est forte, ça c'est sûr. Donc on continuera d'importer? On continuera, il faut investir. Il faut avoir une politique volontariste, comme vous venez de le dire, que le Premier ministre avait dit. Mais c'est normal. Quand nous étions petits, les fameuses fables de La Fontaine, le laboureur et ses enfants, il n'y a pas le meilleur capital que celui-là. C'est le capital qui est pour tout le monde. Et toutes les nations, super développées ou pas, la première chose, c'est la nourriture de leur population. Donc maïs, on n'y est pas encore, on n'y sera pas dans un an. Déjà on a bien avancé, mais on n'est pas encore à 1 an et demi à votre promesse de... Suivez les cris, vous avez les journalistes partout. Là où, à cette période de soudure, il y avait des cris de maïs, vous sentez que le bruit ne vous arrive plus. Il y en a plus. Parce que nous avons désamorcé avec cette production. Mais on n'est toujours pas revenu au prix du maïs tel qu'il l'était avant cette crise. Nous devons arriver, surtout que nous venons d'entrer dans la zone de libre-échange, nous devons arriver à prendre notre leadership sur ce plan-là
exporter dans tous ces pays d'Afrique. Si nous ne prenons pas ce leadership, en tout cas pour le moment, on va être plutôt inondé que prendre le leadership. Non, on ne sera pas si nous nous organisons. Si nous nous organisons. Mais écoutez, nous étions avec vous ici quel mois? Au mois de juin. Je vous parle aujourd'hui au moins de 18 000 tonnes de maïs sur les marchés. Oui, mais vous nous avez promis un an et demi, ce sera au mois de décembre. À l'horizon décembre 2021, on y sera? Oui, mais attendez, la saison B, je vais commencer la saison A. Il faut l'argent toujours. Le nerf de la guerre. Vous avez fixé pour priorité culture de manioc, maïs, riz, haricots. Quels en sont les résultats? Le riz, c'est 4 mois. Le maïs, c'est plus ou moins 6 mois. Oui, mais ça c'est fait. Les manioc, je vous dis que déjà le marché de Kinshasa va être inondé avec la farine de première qualité dans un mois. L'usine vient de terminer hier, on est en d'essayer. Mais elle est petite par rapport à notre production. Là, vous parlez du riz et du... Là, on parle du maïs. Et des manioc. Et les 3000 tonnes de riz qu'on décortiquait à Kimpese il y a 8 mois. On les a déjà bouffés, maintenant on attend 8000 tonnes. Ils sont 8000 tonnes. Oui. 5000 de plus. Oui, en Kounti. Toujours sans moyens. Toujours sans moyens. Donc votre secteur n'a besoin que d'un influx et après, il tourne tout seul. Ça décolle. Avec le pays, je vous dis, dans les 7 millions, vous pouvez venir, je vais vous montrer. J'ai envoyé autant dans le Congo central, j'ai envoyé dans le pays là. Ça commence à truc. Vous nous disiez la fois dernière, Monsieur Lusakono, je vous invite vous-même à investir dans le secteur. Comment vous expliquez que les uns les autres ne soyons pas aussi, peut-être parce que vous ne montrez pas assez que c'est rentable. Je vous révèle un peu de secret. Oui, ça, c'est ça, ce serait bien, non? Tous les hauts cadres, du moins certains de mes collègues ministres. Je vous ai dit qu'on a fait les maniocs, nous en régie, on a fait 600. Mais toutes les autres superficies, je ne saurais pas citer les noms des gens, c'est fait par les cadres. Je vous invite d'aller avoir votre concession, nous allons vous encadrer. Les cadres qui entourent, qui encadrent les locaux ou les cadres qui vont d'eux-mêmes? Non, qui sont encadrés par nous. Ils sont encadrés par vous, mais c'est qui? C'est les locaux, ceux qui sont déjà sur place, qui travaillent et eux, ils encadrent? Non, qui sait qu'ils vont prendre leur concession, ils demandent qu'est-ce que je peux faire, nous venons. Nous vous disons, attention, la terre est ceci, voici ce que nous devons faire, nous allons labourer, voilà telle technique que nous allons faire pour améliorer ce sol-là, on vous dit qu'il n'est pas ceci, c'est fait. Donc, quand on parlait dans la fable de La Fontaine du laboureur et ses enfants, le laboureur c'est vous, les enfants c'est les autres. Le plan national... Non, pas du tout. Oui, mais attendez, c'est vous qui vous dites que vous encadrez. Nous sommes tous des laboureurs. Il faut la volonté. Nous sommes tous des laboureurs. L'enfant, c'est le Congo. Et nous tous, moi-même, je vous ai dit, ce n'est pas un secret parce que c'est le seul domaine où les cadres de votre niveau, qu'ils soient dans l'administration, dans la politique, sont autorisés, ou dans l'armée, c'est l'agriculture. Et peut-être l'enseignement. Parlons du plan national de relance agricole, 4,4 milliards. Ça devait couvrir 145 territoires, 260 chefferies et secteurs. 4,4 milliards, vous parlez de 7 millions. Où est-ce qu'on en est de ce plan? C'est fini? On oublie? C'est ça, non, on n'oublie pas. C'est le plan de relance agricole. Ce plan, nous l'avons fait pour le gouvernorat. Chaque gouverneur peut tirer maintenant et relancer aussi ce programme à partir de ça, parce qu'il a des chiffres, il a des précisions. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait. Tout le monde regarde les chiffres de 4 milliards. 4 milliards, je vous ai dit que j'ai les programmes qui sont avec les partenaires. J'ai par ça dans le nord et sud au Bangui qui encadre les gens. Oui, mais les 4 milliards 4, mais c'est assez global. Est-ce que vous avez vu le premier centime parce que le nerf de la guerre, c'est ça qui manque. Je vous ai dit, payer les impôts, nous allons en avoir. Oui, mais en attendant, vous ne pouvez pas nous dire en tant que ministre aujourd'hui, payez vos impôts, je vais travailler. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Est-ce que vous avez cherché d'autres solutions? Parce que avec les 7 millions, j'ai fait. Oui, mais 7 millions par rapport à 4,4 milliards, c'est multiplié. Vous avez vu les résultats? C'est multiplié par 600, on est à 0,0. Vous avez vu Non, vous avez vu les résultats de 4 millions. Le début des résultats. Millions. Mais on n'est pas encore en autosuffisance alimentaire non plus. Ça, il ne faut pas prendre cette ambition-là. En une année, vous ne le ferez pas. Nulle part, dans aucun des programmes de la vie, vous dites... je vais atteindre ceci et vous le faites en une année, non. Même en 100 ans. Mais il faut commencer. Même en 100 ans, on n'y arrivera pas si on est financé comme vous l'êtes. Non, il faut commencer. Si on n'empoche pas les 200 millions quelque part, mais si on les met
dans la production, ça va donner. Expliquez-nous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce qu'il valait la peine qu'on soit indépendant? La Belgique a développé ce pays était devenu le grenier du monde. La Belgique fournissait le monde entier. Elle fournissait ce pays, elle fournissait le monde entier des productions du Congo. Et on ne parle pas d'or et de cobalt, on parle de la vraie richesse qu'est l'agriculture. Il n'y a pas un modèle type, il n'y a pas des solutions miracles ou déjà préétablies pour que ça aille mieux. Vous n'avez pas essayé? Quelles sont les difficultés à appliquer les mêmes règles que les Belges qui avaient fait du Congo un grand pays? DG, vous posez là une question qui demande toute une émission ici. Vous êtes le bienvenu. Non, mais nous allons d'abord, je réponds. Avant 60, nous n'étions même pas 10 millions. L'INEAC avait développé que des cultures pérennes d'exportation. Et vous savez dans quelles conditions tout ça a été fait. Les cultures vivrières, c'était quelques ingénieurs agronomes qui venaient des universités, qui étudiaient pour étudier. Ils n'ont jamais développé ce que nous consommons. Les lenga-lenga n'étaient pas développés. Même les maïs ici, ils ont développé que ce qui aidait les huiles de palme, les cafés, pour l'exportation. Pour l'exportation. Et c'est normal, nous étions que 10 millions, on se contentait de manger ce qu'ils voulaient en nous disant, vous êtes habitués à manger le minimum. Disons-le tout haut. Oui, mais quelle a été la vie? En 60 ans, la population a grandi en même temps que les bras pour entretenir cette agriculture. C'est cette conscience et cette volonté politique que nous avons pris maintenant avec notre président de dire la revanche des sols sur le sous-sol. Mais l'histoire de ces pays a ses effets aussi. Le Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, a offert au monde beaucoup de choses. Vous le savez bien, la première bombe atomique est partie de ce pays, Kavonouyi. Le caoutchouc qui a permis à ce qu'on ait les moteurs automobiles. Qu'est-ce qu'on fait? Au contraire, on nous a amené que des chicottes, on nous a amené que des tueries avec des guerres, même depuis l'indépendance. On ne le dit pas tout haut. S'il y a un pays qui a souffert, c'est ce pays. Les Scram et les Bob Denard sont devenus même des chefs d'État dans ce pays. Oui, mais il y a certains qui vous diront qu'il y a des pays dans les environs, l'Angola et autres, qui malgré toutes ces guerres ont continué à maintenir un tissu minimal. Je ne vais pas me comparer des autres, mais je voudrais quand même dire la vérité. Très peu, s'il y en a deux, que Dieu a mis autant de richesses sur cette terre que le Congo-Kinshasa qu'on lève. Notre malheur, c'était cela. Quand le président dit la revanche des sols sur le sous-sol, on nous a tués, on nous a volés, on a tout fait de nous à cause de nos richesses. Vous croyez que quand vous êtes là, vous ne pouvez pas porter un diamant, vous? Vous croyez que l'or, c'est toujours tout, nous devons travailler pour exporter pour les autres. Les meilleurs bois, vous ne pouvez pas être assis sur nos crimes. Oui, mais certains vous diront que du fait de notre richesse, nous serons toujours l'objet de convoitises. Les pays arabes ont leur pétrole. Le pétrole est source de conflits depuis de nombreuses années. Mais les pays arabes, avec ce qu'ils ont de leur pétrole, ils font des résultats. Est-ce que notre responsabilité n'est pas engagée dans la débâcle de ce pays? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut que se contenter de dire si on n'a pas de résultats, c'est parce que les autres nous en empêchent ou nous-mêmes? Non, j'ai dit nous sommes responsables. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Parce que je vous ai dit que c'était notre émission là. Regardez toute l'Afrique, tous les leaders qui ont voulu lever la tête, qu'est-ce qu'on a fait d'eux? On les a abattus. Que pensez-vous? Non, continuez parce que vous avez posé. Les pays arabes, tous les investissements, je ne cite pas des pays, vous le savez, quels sont ces investissements qui sont là? Étrangers, certes. Non, mais ceux qui ont voulu lever la tête, où sont-ils? Peut-être. Vous les connaissez. Mais puisqu'on sait comment ça marche. C'est que nous faut maintenant. Puisqu'on sait comment ça marche, l'intelligence du Congolais devrait être. Vous n'avez pas tort. C'est pour cela que nous sommes en train
d'y aller. Et je souhaite, sincèrement du fond du cœur, que l'union sacrée pour la nation soit une réussite totale. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas des idéologies, il n'y a rien. Nous regardons notre peuple, nos villages, développons-les. Faisons ce que les autres font. Nous avons été surveillés par les puissances qui avaient des moyens. Je ne défends pas nos propres turpitudes, nos bêtises, parce que nous nous sommes offerts dans ces bêtises. Mais le plus fort a toujours eu les derniers mots. Organisons-nous pour devenir aussi plus fort. C'est une question que vous m'avez posée. Je ne vais pas tellement aborder ça, mais de ma vie, j'ai analysé tout ça pour comprendre. J'ai travaillé dans une multinationale 30 ans. 36 ans, en fait. J'ai vu ce qui s'y passe. J'ai compris comment les capitaux qui étaient ici enrichissaient les capitaux des autres. Tout à fait. Que pensez-vous ne pas avoir été en mesure de faire? Je pense que vous avez répondu. Quel héritage laissez-vous à la postérité, à votre successeur? Pas le plan, puisque 4,4 milliards, il ne reste que sur papier. Il doit continuer avec ce plan. Oui, mais il ne reste que sur papier. Non, il ne reste pas sur papier. Mais pour le moment, vous n'avez pas de début d'application. La Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Si vous avez déjà des connaissances, parce que c'est ça, un plan comme celui-là n'a jamais été fait au ministère de l'Agriculture. Maintenant, nos gouverneurs tous, j'espère que Dieu va toujours révéler. Mais attention, regardez, vous avez les richesses ici. OK? Comme on m'a dit hier, au Kangalon, je ne peux rien produire. J'ai dit, il y en a, je vais. Et j'ai fait au moins 4 tonnes, au minimum. En parlant de Bokangalonze, vous êtes satisfait du rapport de l'IGF? Vous qui ne vouliez pas aller Non, l'IGF était venu pour me contrôler, moi. Je leur ai dit, allez là-bas, moi je n'en sais rien, je ne vais pas m'y mêler. Ils sont allés à la Banque centrale. Je ne juge pas, je ne suis pas là pour regarder ces histoires-là. Et doivent faire leur travail. Moi, j'ai pris là, j'ai trouvé le matériel. Vous pouvez aller voir. Vous avez vu hier sur RTNC. Même la province, le chef-lieu des gouverneurs est venu louer les engins que nous avons rétablis, qui dormaient là-bas pendant 5 ans. Le Congo. Au Congo. Au Congo, vous avez vu. Vous avez mis en place le plan national. Vous aimeriez quand même ne pas sortir de ce secteur sans avoir commencé à l'appliquer. Est-ce que vous espérez vous succéder? Ça ne dépend pas de moi. Oui, mais si vous... C'est la discrétion. Moi, j'ai fait un mandat politique est un mandat. C'est de l'erreur qu'on a commis dans les pays ici. C'est de ne pas laisser aux générations futures ce qu'on fait. Je vous vois maintenant, vous avez commencé une belle émission où vous appelez tous ceux qui ont eu... Parce qu'on écrit très peu. Malheureusement. Le Premier ministre Lumumba avait dit l'histoire du Congo. Ça va. Maintenant que moi, au moins, j'ai fait ce que j'ai fait. Mon successeur, ou si je reste moi-même, nous devons continuer dans cette histoire. Mais vous êtes disposé à rester, si on vous le demande? Non, je ne force rien, c'est un mandat mais vous politique. Êtes disposé, ça veut si dire on si me on demande, vous dites oui, vous acceptez. Parce que toutes ces connaissances, j'ai voulu les mettre à la disposition de ma nation. Et vous continuerez à les mettre à la disposition de la nation? Oui, la preuve qu'à Bokangalonze, sur aucun des sites, vous trouverez un étranger. C'est des jeunes filles et des jeunes des garçons congolais ingénieurs qui font tout ce que je vous dis ici. On parle de réduction de la taille du gouvernement. Avant, on avait ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Développement Rural, en un seul ministère. Est-ce que vous pensez qu'on devrait refusionner ou l'agriculture doit être séparée de la pêche et élevage et du développement rural? Non, on doit fusionner parce que ça crée beaucoup de problèmes. Lesquels, même les organismes internationaux, quand ils donnent l'aide, ils mettent tout ça dans un seul ministère. Le vôtre? Non, ils peuvent mettre même à la pêche, mais ils vous disent l'agriculture est là-dedans. Ça crée un peu de choses. Et même dans nos provinces, tous nos ministères, c'est toujours agriculture, pêche, élevage dans les provinces. Là. Mais comment voulez-vous que ça marche? Il faut faire qu'il y ait la concordance. Je souhaite que mon prédécesseur ait ces postes-là. Aussi, au même ça sera. C'est pas que je cherche, moi, vous savez, j'ai déjà rendu à ce pays ce que je pouvais. Révolution du sol sur le sous-sol, est-ce que ce n'est pas qu'un slogan creux? Non. Est-ce que c'est réalisable maintenant?
Je vous pose la question. Hier, est-ce que vous aviez 18 000 tonnes de maïs sur le marché? Oui, mais 18 000 tonnes à côté des 50 000 tonnes nécessaires. Mais attendez, dans une année, nous continuons. C'est une progression. Révolution du sol sur le sous-sol, ça veut dire aujourd'hui nos principales entrées financières proviennent du sous-sol. Demain, elles proviendront du sol. Ça veut dire que non seulement on aura atteint l'autosuffisance alimentaire, mais on commencera à exporter. On peut penser exporter plus, avoir plus de devises dans le sol que dans le sous-sol? Mais oui. À quel horizon? À quel horizon? Non, maintenant là on a déjà, comme vous savez, je l'ai dit ici, les morts que nous avons dans les bénis, tout ça, c'est lié au cacao et café congolais aussi. Je ne veux pas venir détailler ça ici. Mais c'est ça. Vous savez, j'ai ordonné qu'on bloque un peu. Il n'y avait rien. Qu'on bloque à la frontière, je ne veux plus la sortir. Il y a eu 150 camions chargés de nos produits que l'Ouganda exporte à notre nom. À quand cela se matérialisera-t-il dans les caisses? Avec l'ONAPAC, nous allons lancer 2000 hectares de culture pérennes par province. C'est décidé, nous devons faire ça. Les variétés que nous avons maintenant, des cafés, des cacaoyers, c'est 3 ans. Dans 3 ans, on comptera avec le Congo sur le marché. D'abord l'intérieur, moi je ne suis pas pour l'exportation. Je suis pour consommation de 80%. Que l'enfant congolais mange des baguettes de chocolat comme tous les autres enfants. Il n'est pas dit que pour les manger, il faut qu'il suive les DG à Paris pour aller manger. Il faut qu'il les mange chez lui. Mais la révolution, c'est et l'intérieur et l'extérieur. Non, le monde est planétaire. On est d'accord. Mais si je vous ai dit ici qu'est-ce que ce monde a apporté à la République démocratique du Congo? On leur a donné le caoutchouc, on leur a donné l'uranium, on donne tout jusqu'aujourd'hui le cobalt pour les voitures électriques. Est-ce que vous voyez le monde au moins penser qu'à non, ces gens ont tout donné, il faut tout qu'on leur donne aussi. Au contraire, on nous amène des armes pour nous tuer, violer nos femmes et nos enfants. Non, c'est fini ça. C'est ça que nous devons réagir. Nous devons devenir nous-mêmes, bouffer 80% de nos bois. On ne doit plus voir les crimes partir avec les écorces pendant que nous nous assoyons sur des agglomérés ici. Non. C'est ça la révolution que nous devons faire. C'est ça les sols, la revanche des sols sur les sous-sols. Les Congolais doivent porter l'or qu'on produit dans les Kibali et Touri là-bas. Il faut que les Congolais puissent avoir les diamants sur son corps, nos femmes, nous-mêmes. Il faut que nos maisons aient de l'électricité de notre cuivre. On reste avec les trous. Sommes-nous créés pour que les autres vivent mieux et que nous ne puissions pas vivre? Comme je l'ai dit, si c'est ça le monde, si c'est ça ce que Senghor disait, donner et recevoir, il y a une injustice quelque part. Et nous devons réclamer. Ce n'est pas un défaut de dire des vérités. Parce que tout le monde sait qu'ils peuvent transformer le cobalt ici, faire des puces ici, faire tout ce qu'on fait, on peut le faire. Nous construire Yinga, on a commencé des théories. Quand vous demandez, on vous dit, mais cette énergie-là, c'est quelle industrie? Et quand vous voulez les industries, on vous dit, mais vous avez quelle énergie? Il faut qu'on commence quelque part. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que les Congolais, que nos jeunes prennent les responsabilités pour notre sécurité, pour notre nourriture, pour notre indépendance. Nous devons les devenir en travaillant nous-mêmes.